Alors, du coup, moi, je vais vous présenter 3 petits cas de patients sous pâtissierant avec trois évolutions un peu différentes. Alors, au départ, Monsieur J, 69 ans, donc ça, c'est le moins interactif, les autres seront peut-être plus interactifs. Donc, c'est un patient qui est entré par notre filière neurologique, bien évidemment, avec une neuropathie amyloïde, avec habituellement des paresthésies au niveau des membres inférieurs, avec une aggravation progressive, une ascension au genou, enfin quelque chose qu'on voit habituellement, pour lequel il a bénéficié initialement de l'introduction d'un traitement par tafamidis. Puis 2 ans plus tard, devant l'aggravation de son atteinte sensitivo-motrice associée à l'amaigrissement, des troubles évoquant une hypotension orthostatique, des troubles digestifs, il est adressé pour discuter le passage dans l'étude Apollo pour débuter du pâtissierant. Désolé, l'électro est pas très joli. C'est son électrocardiogramme de base au début de l'étude pour son premier bilan cardiaque dans le service. Donc voilà, le rythme est sinusal. On voit déjà quelques patterns qui nous évoquent une cardiomyopathie amyloïde associée avec les pseudo-ondes de nécrose, le microvoltage. Donc tout ça déjà un petit peu orientant. Il bénéficie d'un bilan cardiaque. Alors nous, on fait des tests de marche. Alors, je sais qu'il y en a qui font des tests d'effort ou des VO2 max, qui est assez intéressant. On fait des tests de marche pour faciliter un petit peu la prise en charge, avec un test de marche qui est à 451 mètres, l'accélération de la fréquence cardiaque modeste, ce qui se confirme un peu avec le test à l'atropine, qui montre une dénervation, puisqu'il ne s'accélère pas beaucoup à l'atropine. Et le bilan biologique montre pas grand-chose de particulier. Le BNP et la troponine sont normales. Voici son échocardiographie. Voilà un septum un petit peu infiltré, on a l'impression. Voici sa coupe en 4 cavités. Voilà un septum un peu infiltré, qui était dans environ des 13 mm. Un strain à moins 15% sur cette première évaluation. Donc on lui a fait la totale des bilans d'imagerie. Il a eu l'IRM cardiaque qui a confirmé l'infiltration et a mis en évidence des prises de contraste de la paroi latérale, quasiment transmurale, et de la paroi septale. Il a eu une scintigraphie osseuse qui a confirmé, à part sa fixation myocardique du DPD, l'atteinte cardiaque amyloïde avec un rapport cœur-poumon à 10. Et nous, tous nos malades, on leur fait une exploration électrophysiologique initialement quand on a diagnostiqué une atteinte cardiaque amyloïde morphologique. Et donc, ils bénéficient de cette exploration qui met en évidence des troubles de la conduction infranodale avec un HV mesuré à 75 millisecondes. Dans notre habitude, on implante tous les malades à partir de 70 millisecondes. Donc, on lui a proposé l'implantation d'un pacemaker prophylactique. Il est donc rentré dans l'étude Apollo, a débuté le traitement par pâtissierant en 2016 et l'évolution neuro est spectaculaire selon les neurologues. C'est le patient rêvé qui n'a plus de diarrhée, qui a une stabilité de son atteinte sensitivo-motrice, qui marchait bien, mais là qui marche 4 km, qui est bien. Enfin, c'est le patient dont on parle, qui a le très bon effet sous pâtissierant. Du coup, il revient pour une réévaluation échocardiographique, avec des évaluations morphologiques qui sont a priori stables. Et puis, un peu ce qu'on voit finalement dans l'étude, là, le strain qui s'améliore. Donc, un septum qui ne bouge pas, parce que moi, j'ai pas trop vu les strains bouger, enfin, les épaisseurs septales bouger, mais un strain qui s'améliore, vous voyez qu'il a implanté de son pacemaker. Donc, a priori, une bonne évolution sous pâtissierant. Donc ça, c'était le premier. Je parlais des 2 autres, où ça va être un peu plus interactif, sinon. Je crois que c'est un CER 77. Là, ça va être Monsieur B, 67 ans. Le début, c'est pareil, c'est toujours une atteinte neurologique. Les premiers symptômes en 2011, avec des troubles sensitivo-moteurs plutôt douloureux, avec des troubles thermiques aux genoux, aux mains. Le diagnostic d'amylose cardiaque est posé à Clermont-Ferrand, où il a une biopsie des glandes salivaires, et on met en évidence des dépôts amyloïdes au Rouge Congo, et il bénéficie d'un test génétique qui retrouve une mutation VALMET30. Donc il est adressé dans le centre pour un premier bilan cardiologique pour discuter après l'inclusion dans le protocole Apollo. Alors voilà, sur le plan cardiaque, ça va plutôt pas mal. Il est asymptomatique, il se plaint de rien, il n'est pas essoufflé, il n'a pas fait de malaise, pas de syncope, son examen est normal. Sa biologie est parfaitement normale, ce qu'on voit habituellement dans nos amyloses TTR, une troponine négative, un BNP à 29.
Voilà, un test de marche pas si mal à 450 mètres. Bon, par contre, son électro est un petit peu, alors je l'ai pas, je suis désolée, je l'ai pas retrouvé, mais il est décrit comme des QRS un petit peu limite à 120 millisecondes, un petit rabotage en antérieur, donc des petits signes qui peuvent évoquer des troubles conductifs débutants sur son électrocardiogramme de surface. Voici son échocardiographie. Donc on retrouve voilà, une infiltration modeste. Quand on mesure le septum et qu'on s'y reprend à 3 fois en essayant d'exclure la bandelette modératrice, on arrive à 12. Voilà, un peu infiltré, mais quand même, quand on a en cas de cavité, qu'on voit l'infiltration des valves et du septum interauriculaire, on se dit que quand même 12, il doit être à 12, quoi, parce qu'il est quand même infiltré. Il y a des arguments pour une atteinte cardiaque. Le myocarde paraît un peu brillant, comme on le voit habituellement dans les cardiopathies amyloïdes. Et voilà, il a un septum à 12, un strain à moins 18. Alors je sais pas, chez vous, les amyloses à transthyrétine, quand ils ont l'atteinte précoce, nous le strain il est souvent normal. À la rigueur, on a un strain basal un peu altéré, mais je sais pas quelle est votre expérience. Nous, on les voit souvent au stade tardif, en fait. Voilà. Après, pour les familles Ulio, ça dépend, en fait. Voilà. Et puis, ceux qui ont des scintilles positives, dans le cadre de bilan de méta ou autre, ils peuvent avoir un strain normal, c'est-à-dire ceux qui sont découverts de manière fortuite. D'accord, donc on a à peu près les mêmes populations dans ce type de présentation. Donc voilà, ce monsieur, il va bien, il est inclus, on finit son bilan cardiologique qui retrouve des arguments en faveur d'une dénervation, mais il passe avec un test à l'atropine de 58 à 60 battements par minute, donc il ne s'accélère pas du tout à l'effort, mais il est asymptomatique. La scintilleuse est étonnamment, évidemment, fixe sur le myocarde. Et comme tous nos malades, on leur fait une exploration électrophysiologique et étonnamment on tombe sur un HV à 65 qui est pas très allongé. Nous on les implante à 70, donc c'est vrai que l'électrocardiogramme il est un petit peu limite, mais il rentre pas tellement dans nos indications d'implantation d'un stimulateur prophylactique. On a beaucoup tourné autour. Il a même eu un cathé droit pour regarder s'il avait des arguments en faveur d'une cardiomyopathie restrictive latente ou patente, et finalement au remplissage il se passe rien du tout. Il est parfaitement normal. Donc on statue sur une atteinte cardiaque amyloïde, parce qu'il est infiltré, il fixe à la scintille, mais on ne retient pas l'indication de ce PM prophylactique. Et donc il est inclus dans le protocole Apollo, donc début du traitement par pâtissiran en 2015. Alors l'évolution, c'est pas la même que le premier. Il y a une forte dégradation sensitivo-motrice, il a une aggravation des troubles de la marche, de ses neuropathies, il a une amyotrophie, une perte d'autonomie, donc vraiment sur le plan neurologique, il répond pas bien. En tout cas, il est dans l'étude à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il a, s'il est sous placebo ou s'il est sous pâtissiran, mais en tout cas, ça se dégrade. Et des petits événements intercurrents, une histoire de surdité brusque où il a un bilan qui finalement est normal et on l'introduit un peu de corticoïdes, ça va mieux. Et puis on en a parlé un petit peu lors des sessions, mais il y a une histoire de manque d'humour, d'oubli. Donc on lui fait un IRM cérébral qui retrouve des petits dépôts amyloïdes au niveau cérébraux qui sont ces risques hémorragiques dont on a parlé précédemment chez les malades qui sont atteints d'une amylose à transthyrétine dont la prévalence est pas connue et pour lequel on s'en aperçoit en fait quand ils font des événements neurologiques. Du coup, dans ce contexte-là, on nous le réadresse, on dit faut refaire un bilan cardio, voir comment ça évolue, parce que ça dégrade sur le plan neurologique. Et puis sur le plan clinique cardiologique, alors on peut se dire qu'il y a de la neuropathie qui fait qu'on le réévalue peut-être moins bien sur le plan des signes fonctionnels, mais en tout cas le NT-proBNP est bas, à 90, la troponine est négative. On lui fait un test de marche qui est moins bon, mais en même temps il marche moins bien, donc il dit qu'il n'est pas essoufflé. Il a toujours sa petite insuffisance chronotrope, mais ça va, il ne se plaint pas de dyspnée. Voici son électro, qui a franchement évolué depuis le dernier électrocardiogramme, puisqu'on a un PR qui s'est allongé, un bloc gauche large qui est apparu, donc depuis son inclusion. Là, on le reprend, on refait le point, on réévalue, on refait un bilan, on refait une écho, qui retrouve à peu près pareil sur le plan, en tout cas morphologique, avec une septum qui bouge pas. Alors après, on peut toujours poser la question de l'épaisseur septale. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les études qui disent qu'ils prennent 1 mm, 2 mm. Moi, je bouge le curseur, je vous trouve ce que vous voulez. Donc, je trouve que c'est pas forcément évident. Ils ont tous une bandelette modératrice, ils sont des fois infiltrés du VD, donc c'est compliqué d'avoir une bonne reproductibilité. En tout cas, si on dit que le strain est reproductible, il a un strain qui s'aggrave. Donc il a un strain à moins 14%.
avec une fraction d'éjection qui reste préservée comme la plupart de nos amyloses à transthyrétine. Du coup, vous avez compris que nous, on leur refait des explorations électrophysiologiques, et puis du coup, on trouve un HV à 82 millisecondes, et puis donc on se dit que là, voilà, c'est le moment de lui poser un stimulateur cardiaque. Donc voilà, un deuxième patient sous pâtissirant avec des troubles conductifs qui évoluent, une aggravation neurologique, une aggravation cardiaque. Je vous avoue qu'on s'est beaucoup posé de questions, que finalement on a poussé un petit peu les investigateurs, on leur a demandé un peu ce qui se passait, et puis quand on a eu des informations, en fait, le taux de transthyrétine diminuait, mais de 17%, donc il était en fait pas répondeur, ce patient-là, il n'avait pas de réponse au pâtissirant, il avait des taux de transthyrétine qui n'étaient pas diminués, donc il y a quand même un pourcentage de patients qui ne sont pas répondeurs et qui continuent donc à évoluer sur le plan cardiologique, d'où la nécessité de faire une surveillance optimale et multidisciplinaire. Donc les deux patients étaient en fait dans le groupe traité alors? Oui. À la fin, tu as su, donc ils étaient tous les deux traités. Ouais, le premier était traité, a très bien évolué, et le deuxième, donc, du fait de l'aggravation, on a appelé, on a essayé de voir ce qu'ils avaient, et ils nous ont dit qu'il était sous pâtissirant, et à ce moment-là, on leur a demandé les autres paramètres, et en fait, il n'était pas répondeur au pâtissirant. Et il s'est amélioré avec la pile? Alors, en fait, ça date d'il y a 1 mois, alors je ne sais pas encore. Donc, on va voir. Mais après, en fait, il est sur le plan cardiaque, il restait pas symptomatique, donc je ne sais pas s'il va vraiment s'améliorer. Il se plaignait pas de dyspnée. Ce qu'il y a, c'est que c'est un Valmet 30 avec une forme très neurologique, donc une atteinte neurologique cardiaque très neurologique, et puis une atteinte périphérique très neurologique en fait. Donc c'est pas illogique pour moi d'avoir une discordance entre le strain et tout ça et l'atteinte neurologique cardiaque. C'est toujours le problème, c'est qu'est-ce que c'est la définition de l'amylose cardiaque, quoi. Enfin, ce que tu montres. Il doit avoir une atteinte neurologique. Alors tu vois, le CG, c'est intéressant. Tu vois, nous, on n'a plus les moyens de faire des explorations à tous les patients. Hein. On leur a peut-être pilé dès le premier ECG à tort, parce qu'on leur voilà. Mais du coup, maintenant, avec des tels ECG, vous faites quand même une explo quand tu vois qu'il y a le bloc gauche ou alors, juste pour comprendre quand ils évoluent, oui, on les réexplore pour comprendre, globalement. Après, ça ne va pas changer parce qu'on va les implanter, hein, mais on le fait pour comprendre ce qui se passe et un peu caractériser tout ça. Mais donc, habituellement, on les surveille avec des électros, comme le disait Michel Slama, et dès qu'il y a la moindre chose qui bouge, on les réexplore et on refait le point. Et là, c'était un double? Double. Malgré le bloc gauche? Malgré le bloc gauche, parce que notre expérience en termes de resynchronisation, elle est pas bonne. C'est-à-dire que le patient qu'on a resynchronisé, on a l'impression qu'on resynchronise du muscle qui est fibrosé, donc on n'a pas vraiment d'efficacité clinique. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme retour des patients. Alors, nous, le problème, c'est qu'on a quelques patients neurologiques comme ça, hein, par notre neurologue, mais nous, on a surtout des patients cardiologiques qui sont en insuffisance cardiaque. Donc, en fait, ils ont déjà des symptômes, ils sont déjà graves, etc. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes gravités de patients au niveau cardiaque. Je ne sais pas si oui, mais en fait, c'était sur la resynchronisation. Oui, mais c'est-à-dire que nous, on resynchronise des patients, mais qui sont symptomatiques sévères avec des énormes amyloses cardiaques. Il a une amylose cardiaque sévère, ce monsieur, mais quasiment purement neurologique, quoi. Une amylose cardiaque neurologique, je parle. Et s'il avait une amylose cardiaque interstitielle, non, je pense que là, oui, on l'aurait. Normal, complètement. Donc, dans la discussion, par exemple, des implantations de PM, du double, etc., Sylvia n'a pas pu vous détailler, mais nous, ce qui nous importe maintenant, c'est quand on parle d'une héréditaire, la première chose, c'est quoi la mutation? Parce qu'une Valmet 30, et puis après on va dire, il est portugais, il n'est pas portugais. Voilà, Valmet 30 portugais, c'est évolution neurologique, ils font beaucoup de choses neurologiques cardiaques, hein, je parle, enfin c'est vous qui avez plus d'expérience. Et puis tu me dis c'est une Val 122, c'est une sérine 50 arginine, et en fait chaque mutation a vraiment son propre profil, c'est la complexité de la maladie. Et puis le fond génétique, est-ce que si c'est un portugais ou un français qui a la Valmet 30, enfin, ça ne sera pas pareil. Et donc, le problème, c'est qu'il faut... ça reste comme un peu d'expertise hein, qu'il faut qu'on transfère. C'est le but de ces journées, c'est vous expliquer tout ça, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on se galère, vous plus, mais en fait, c'est quand même hyper spécifique. Et quand on parle d'amylose héréditaire, tant qu'on n'a pas la mutation, ça ne vaut même pas le coup de discuter. Il faut savoir quelle est la mutation, parce que l'histoire du patient, d'abord, son phénotype va s'expliquer par sa mutation, comme ton Valmet 30 qui est très neurologique, le CR77 tyrosine hein, que tu avais avant, qui est aussi mixte, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même phénotype, c'est pas la même histoire.
L'âge aussi est un facteur assez déterminant sur l'évolution neurologique des malades. C'est-à-dire que quand on a les jeunes patients qui ont une atteinte neurologique précoce, on les traite facilement. L'évolution est plutôt lente parce que maintenant, on a quand même des traitements. Il y avait la transplantation hépatique, mais le tafamidis, ça ralentit quand même pas mal l'évolution de la maladie. Donc, on les stabilise pas mal. Par contre, quand ils les découvrent à 60 ans, ils commencent déjà à avoir une cardiopathie associée. C'est souvent mixte. Et puis, la réponse au traitement est moins bonne. Donc l'âge du patient est aussi déterminant dans le fait de connaître un petit peu le pronostic de ces malades. Du coup, je vais finir avec un dernier cas. Monsieur M, 64 ans. Ah oui, ça débute toujours sur une histoire neurologique, hein, c'est dans le groupe Pâtissiran. Donc, par contre, il est plus grave. Voilà, ce patient-là, il a des symptômes qui sont apparus depuis 1996, des troubles végétatifs assez sévères, des troubles neuropathiques qui s'aggravent, qui sont assez invalidants. Pareil, donc il a son bilan neurologique initial qui retrouve dès le départ une neuropathie axonale d'expression très sévère avec des anomalies à l'EMG, la confirmation de la neuropathie amyloïde par le dépôt sur la biopsie des glandes salivaires et puis une mutation cette fois-ci CER77-TIR qui est retrouvée chez ce malade. Donc on nous l'a adressé pour un bilan cardiaque à ce moment-là. L'électro, je l'ai plus. Il était en fibrillation auriculaire. On avait un BNP à ce moment-là à 375, qui est assez élevé pour nous. Hein. C'est-à-dire que nous, les Valmet 30 ou les atteintes neurologiques qu'on nous envoie pour des bilans de dépistage, quand ils ont plus de 100 de BNP, c'est que déjà ils ont une atteinte assez sévère, hein, contrairement aux amyloses AL qui peuvent avoir des taux de BNP souvent plus élevés que dans les amyloses à transthyrétine. Donc déjà pour nous 375 c'est pas mal et puis ça se voit sur son échocardiographie avec voilà une cardiomyopathie assez sévère et avec les patterns qu'on connaît avec l'altération du strain basal avec un strain global qui reste toujours à moins 15 parce que dans les amyloses à transthyrétine on a des strains un petit peu plus élevés que dans les amyloses AL. Mais moi, quand j'en vois qui ont déjà le pattern avec ce qu'on décrit sur l'œil de bœuf qui est préservé au niveau apical, moi je crois qu'ils sont déjà extrêmement sévères dans les amyloses à transthyrétine, alors que dans les amyloses séniles qu'on voit plus tardivement ou les amyloses AL, on a des profils de strain qui sont plutôt de cet ordre-là. Il a donc bénéficié d'une IRM cardiaque qui confirme une atteinte très sévère. Pareil, sur les amyloses à transthyrétine, dans les atteintes débutantes, même avec des épaisseurs septales à 13-14 mm, nous, notre expérience, c'est d'avoir des prises de contraste un petit peu linéaires, diffuses, nodulaires, enfin on peut trouver ce qu'on veut comme morphotype de description. Quand il commence à avoir la prise de contraste comme dans les amyloses AL, c'est extrêmement mauvais pronostic. Donc chez ce malade, on avait des prises de contraste diffuses du myocarde, du ventricule droit et des oreillettes, donc avec déjà une atteinte cardiaque qui semblait déjà évoluer. Il a donc bénéficié de sa scintigraphie osseuse, comme tous, qui était positive, évidemment. Et un autre argument en faveur d'une atteinte cardiaque extrêmement sévère, c'est la scintigraphie au MIBG, qui montrait un indice de dénervation très bas, et qui était en faveur d'une atteinte cardiaque assez sévère. Habituellement, nous, dans les amyloses à transthyrétine, je parle toujours des formes précoces, parce que c'est ce qu'on a majoritairement, même si on a des atteintes mixtes également. Le premier élément qui va être perturbé dans les bilans morphologiques qu'on va faire, c'est la dénervation et la scintigraphie au MIBG. Donc c'est les premiers indices qui apparaissent comme précurseurs d'une atteinte cardiaque amyloïde avant même l'atteinte morphologique échographique ou avant même la positivité de la scintigraphie osseuse. Il a donc bénéficié d'une exploration électrophysiologique, comme tous, et puis on lui trouve un HV max à 95 millisecondes. Alors du coup, je vous redonne un peu le contexte. Donc ce monsieur a une neuropathie amyloïde. Il a, sur le plan clinique, une fibrillation auriculaire, un BNP un petit peu élevé, un peu de signes périphériques, un peu d'œdème des membres inférieurs, et une FA et un HV à 95 millisecondes. Quelle est votre prise en charge chez ce malade ? Est-ce que vous lui mettez un pacemaker? Est-ce que vous le choquez? Est-ce que vous le ralentissez? Est-ce que vous lui mettez des bêta-bloquants? Est-ce que vous lui mettez de la digoxine? Est-ce que vous lui mettez... il a à peu près 90-95 de fréquence cardiaque. Pile choc. Bon, ben, on est tous d'accord. Ben, c'est ce qu'on a fait. Donc, on lui a fait une ETO, on a vérifié qu'il n'y avait pas de thrombus. On a vu le topo précédent ce matin sur les risques thromboemboliques. Et puis, on l'a choqué, ça a marché.
Ça a marché et on lui a mis un stimulateur pour ces troubles conductifs infrahaïtiens. Et sur le plan neurologique, il a bénéficié initialement d'un traitement par tafamidis, mais devant la dégradation rapide, il a rapidement été inclus dans le protocole Apollo avec introduction du patisiran. La pile après le choc? Ah, la pile après le choc. Non, la pile avant le choc. La pile avant le choc. Alors, quel traitement antiarythmique vous proposeriez à ce malade? Bêta-bloquant, amiodarone. C'est pas... Bon. A priori, nous, on est parti sur de l'amiodarone, parce que bon, t'es pas très chaud initialement pour les bêta-bloquants. Alors, l'évolution sur le plan clinique, c'est une poursuite de sa dégradation. Alors, il évolue pas bien sur le plan neurologique, il continue à se dégrader, il commence à tomber, à se fracturer les métatarses, et puis il finit en fauteuil roulant. Donc, sur le plan neurologique, ça évolue pas bien. Sur le plan cardiologique, c'est là qu'on se discute sur les prises en charge qu'on aurait pu ou pas faire. On nous appelle parce que il y a un pacemaker, donc maintenant on interroge le pacemaker et puis on voit s'il marche, mais on voit aussi s'il y a des événements intercurrents, et puis il fait des salves de TA assez soutenues et un peu de TVNS. Alors quand on reparle avec nos rythmologues, les TVNS sur les mémoires Holter de même un patient qui n'a pas de cardiopathie amyloïde, c'est pas fréquent, c'est pas forcément significatif, mais il a fait un peu de TA, un peu rapide. Donc on discute, on ne sait pas, et puis finalement on décide de lui mettre un peu de bêta-bloquant devant sa récidive sous amiodarone. Je ne sais pas si vous auriez fait pareil ou pas, on ne sait pas. En tout cas, un an après, il arrive dans le service, là dans un cadre de poussée d'insuffisance cardiaque avec une anasarque, 2 facteurs déclenchants retrouvés, une petite infection urinaire, mais en fait une hyperthyroïdie à l'amiodarone, donc pas de chance. Du coup, il bénéficie l'arrêt de l'amiodarone et d'un traitement par néomercazole après avoir eu un bilan endocrinien par nos endocrinologues. Et du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on lui met comme traitement, parce qu'il continue à être en arythmie, il continue à être un petit peu rapide suite à cette hospitalisation, et on se dit on ne peut pas le laisser quand même comme ça. Après, la discussion, c'est qu'est-ce qu'on lui met comme traitement. Je crois que j'épuise tout le monde, c'est la fin de la journée. Et du point de vue de l'amylose, il avait quoi comme traitement alors? Parce qu'il était dans Apollo lui aussi. Il était dans Apollo, mais à ce moment-là, il n'était pas en ouvert. On ne savait pas quel traitement il avait. Forcément médicamenteux. Vous attendez une réponse médicamenteuse? Oui, donc ce que vous proposez. On arrête les bêta-bloquants. Et on ablate son nœud. On arrête les bêta-bloquants, on ablate son nœud. Alors, il a été plus rapide que nous, monsieur, parce qu'on a le temps qu'on lui traite son hyperthyroïdie à l'amiodarone, en fait, on lui a changé son bêta-bloquant, on a essayé de lui mettre un peu de sotalol. Ce qui a pas été très bon. Ça, c'était l'évaluation avant qu'on le mette sous traitement, avec une fonction qui s'est un petit peu aggravée, avec un strain qui s'est effondré, avec une infiltration septale qui était stable. Alors, nous, on a eu beaucoup de mal à se dire qu'est-ce qu'on fait sur cette arythmie. Est-ce que quand on va traiter son hyperthyroïdie, il va se ralentir? Est-ce qu'on lui met un traitement anti-arythmique pour prévenir? Est-ce qu'il y a un peu de cardiopathie rythmique dans cette histoire-là? Donc ça a été une conversation difficile concernant sa prise en charge. On s'est dit de toute façon, il a un pacemaker, si on veut l'accélérer, les bêta-bloquants finalement, c'est le côté inotrope qui est un petit peu délétère, mais bon, si on règle son pacemaker, peut-être que ça permettra d'équilibrer les choses. En tout cas, l'évolution n'a pas été favorable sur plusieurs points. Donc, il était sous Eliquis pour son arythmie, parce qu'il y a des difficultés de prise en charge pour le laisser sous anticoagulant oral type AVK. Et on a vu depuis le départ qu'il avait une dysurie très invalidante. Il faisait des autosondages, il a saigné. Du coup, l'Eliquis a été arrêté. Du coup, il a fait un AVC. En avril 2018, pour lequel finalement il n'a pas si mal récupéré que ça. Bon, il n'était pas en grande forme, mais il n'est pas décédé à ce moment-là. Il est revenu voir son cardiologue, et puis devant la FA persistante sans euthyroïdie, on s'est dit bon, de toute façon le sotalol ça ne sert plus à rien, donc on lui a arrêté. Mais ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il est décédé quelques mois plus tard. Donc pour le moment, on ne sait pas de quoi il est décédé. On sait qu'il était sous patisiran, mais on ne sait pas de quoi il est décédé, s'il a fait un nouvel AVC, un trouble du rythme, une dissociation. Enfin là, on n'a pas d'explication, en tout cas pour ce malade, pour le moment.
Voilà. Bravo Ludivine, hein. Tu démontres que c'est pas simple. Hein. Vous aussi de l'autre côté, hein, c'est pas simple la piche. On se torture tous les ménages avec cette maladie. Hein. Enfin, là, la question maintenant, c'est est-ce qu'il aurait fallu arrêter le Patiziran et mettre sous ta famille 10 en fait? Non mais c'est terrible, hein, mais je vois que finalement, là, ouais. Tant qu'on n'a pas la réponse de l'effet du Patiziran sur le cœur, tu dis finalement là, il va mourir du cœur ce monsieur. Au vu de l'évolution, mais après il est déjà en fauteuil roulant, si j'ai bien compris. Donc le nerf, à la fin, ouais, il est en fauteuil roulant. Il était encore dans l'étude, hein, il est décédé. Il est décédé dans l'étude. Dans l'étude, donc on a eu l'information après. Ouais, quelle histoire. Hein. Excusez-moi, je me suis dit qu'il était décédé dans l'étude et finalement, quelle catégorie a-t-on mis pour la cause du décès? C'est une bonne question. Inconnu. Inconnu. On n'a pas pu savoir. Moi, j'ai demandé si on avait essayé d'interroger son pacemaker pour voir s'il avait fait un trouble du rythme ou quelque chose. Mais en fait, vu qu'il est décédé à Clermont-Ferrand chez lui, on n'a pas eu d'informations pour le moment. J'espère qu'on en aura et qu'on aura plus de choses pour comprendre un petit peu le décès de cette malade sous Patiziran, parce que pour le moment, on n'est pas très, très informé de ce qui s'est passé. C'est souvent le cas en fait. Hein. Demain, Mounira vous présentera un travail qu'on a fait sur les modes de décès dans l'amylose, indépendamment d'un essai thérapeutique, mais faut se rendre compte de la complexité d'adjudiquer un décès. Enfin, Mounira va vous expliquer tout demain, mais en fait, il y a le mode de décès, la cause de décès et les veines terminales. Voilà. Un patient, par exemple, qui fait une infection pulmonaire grave, il est hospitalisé. Donc le mode de la maladie, enfin d'entrée, ça va être l'infection, puis il va faire une décompensation cardiaque, et puis au cours de la décompensation cardiaque très sévère, il va faire une autre complication et mourir d'une défaillance multiviscérale. C'est quoi la cause de décès? Si par exemple il fait une infection, c'est l'infection pulmonaire initiale, c'est l'OAP qui l'a amené en... Voilà. Et les choses sont pas claires, et quand il décède à la maison, quand il n'y a pas de témoin, c'est encore plus compliqué. Donc ça m'a rendu, le travail de Mounira m'a rendu très dubitatif sur effectivement les essais thérapeutiques et comment sont adjudiqués les événements quand il y a... Voilà. Et on voit dans certains papiers comme ceux du Patiziran, on dit l'investigateur a dit que ce n'était pas lié aux médicaments. Je pense que c'est ce que vous avez dû conclure, parce que c'est peut-être l'évolution naturelle de la maladie, mais voilà, c'est pas un argument... voilà. C'est hyper complexe, hein. Mais tes cas sont magnifiques. Hein. Bravo. Et le dernier est impressionnant aussi sur l'AVC, l'histoire embolique et la dangerosité d'arrêter les anticoagulants chez ces patients. Voilà. Et le sotalol, moi j'en mets pas dans les amyloses, j'ai pas l'expérience. Vous en mettez beaucoup, vous? Non. Maintenant, en fait, on en met rarement. Enfin, c'est vraiment un cas où il est en arythmie, il continue à être en arythmie rapide. On pouvait pas. Enfin, on en a parlé de savoir qu'il faut mettre. Enfin, on est obligé à des moments de leur mettre des bêta-bloquants. Ils sont rapides. Il était à 110, 120. Donc, j'ai dû lui mettre un bêta-bloquant. On a pris le parti de se dire peut-être qu'il y a un peu de cardiopathie rythmique parce qu'il avait quand même une FE qui était normale avant. Donc le passage en FA, quand il va se régulariser, est-ce qu'il faut essayer de le maintenir en rythme sinusal? Parce que la perte de la systole auriculaire, quand même, c'est pas anodin dans les cardiopathies restrictives quand ils ont une fraction d'éjection préservée. Quand ils sont altérés, on se pose plus la question, voire maintenant on commence à discuter de les ablater, mais on a envie de les maintenir en rythme sinusal, ces malades. Donc sotalol versus un autre bêta-bloquant, je ne sais pas si on a eu tort ou raison, parce que de toute façon, en l'arrêtant, il est quand même décédé, donc je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de plus. Je ne sais pas quel est le bon traitement, je ne sais pas quelle est la bonne prise en charge chez ce malade. Et vous n'avez pas pu interroger le pacemaker, évidemment, parce qu'il était trop loin. Oui, c'est ça. On a essayé, mais pour le moment, on n'a pas encore eu la possibilité d'avoir ces informations. Est-ce que vous avez des questions pour le Ludivine? J'ai 3 petites questions. Sur la scintille IBG, dont je n'avais aucune notion avant aujourd'hui, sur la dénervation cardiaque dans l'amylose cardiaque, est-ce qu'on peut avoir une scintille IBG pathologique avec un HV normal? Est-ce qu'on peut avoir une scintille pathologique? Oui. D'accord, donc c'est vraiment très très précurseur de la dénervation. Ouais. Donc, ok. Deuxième question, c'est là vous avez parlé de tests à l'atropine, comme quoi ils ne répondent pas à l'atropine. C'est pareil pour l'Isuprel? Ils ne répondent pas à l'Isuprel? Alors l'Isuprel, on n'a pas testé. On fait des tests à l'atropine. Ouais. Le test à l'atropine, alors on fait un électrocardiogramme de surface, on prend leur fréquence cardiaque, on injecte l'atropine, on remesure la fréquence cardiaque à 1, 2, 3, 5, 10 minutes. Et normalement, habituellement, un sujet normal, il augmente sa fréquence cardiaque de 40-60 battements par minute.
Quand on est déjà au-dessous de 40, c'est anormal, au-dessous de 20, c'est sévère. Voilà. Oui. Mais dans vos cas de BAV complet sur des patients amylose, patients qui arrivent en BAV complet connus pour une amylose, ils répondent à l'Isuprel? Ou vous... Je crois pas. Il faut très 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 vite. Enfin, en gros, il faut aller au ZOL ou très vite à la sonde. Globalement, nous, les patients, ils n'arrivent jamais dans ce contexte-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une présentation neurologique, on les implante tellement de manière prophylactique qu'on les... Moi, j'ai rarement vu un patient arriver avec une amylose avec un BAV complet dans notre centre. Ouais, nous, ça nous arrive malheureusement. Ouais. Donc, s'ils ne répondent pas à l'Isuprel, en fait, tu les accélères au niveau ventriculaire, mais ils ont perdu la systole atriale. Donc, il faut voir après hémodynamiquement comment ils supportent. Déjà, rien que de passer en BAV3 et perdre la systole atriale, et puis s'ils sont à 90, qui passent à 50 ou 30, là, il faut faire quelque chose très vite, comme le cas que vous a présenté Sylvia. Après, pour réagir juste sur la MIBG, c'est hyper intéressant dans les amyloses où tu cherches une atteinte neurologique, hein, mais la MIBG, ça coûte 800 € l'examen. Et c'est des kits donc, qui coûtent très cher. Il faut avoir plusieurs patients à passer dans la même vacation. Donc faites attention à vos scintigraphistes. Les miens ont voulu me pendre parce que ça coûte très cher. Et donc il ne faut pas se dire je vais le faire à toutes mes amyloses dans un bilan alors que c'est une amylose sénile ou c'est une amylose héréditaire cardiaque ou c'est une amylose L. C'est-à-dire que, vous le faites parce que vous êtes hyper organisé dans un visée recherche systématique, etc. Comme on fait des choses nous-mêmes. Mais dans une pratique courante étendue, je pense qu'il faut le réserver à un certain type de patients. Les valmetrone qui n'ont pas de fixation osseuse, par exemple, et puis tu vois une anomalie à l'ECG où tu veux voir s'ils ont commencé à être dysautonomiques, parce que ce que tu mesures, c'est la dysautonomie système nerveux autonome cardiaque. Hein. Donc c'est effectivement différent des troubles conductifs. Et voir qui doit en avoir besoin. Et un conseil, va voir tes médecins nucléaires avant. Parce que souvent, quand c'est déprogrammé, des fois, ils ratent l'examen, sauf que la dose a été ouverte. Et là, oui, je suis tout à fait d'accord. Ils sont programmés avec... ça coûte cher, donc quand on le fait, il faut s'organiser. Après, je suis d'accord sur le fait que nous, on le fait parce que la population qu'on a n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on a nous, notre but, c'est essayer de dépister de manière la plus précoce possible l'atteinte cardiologique afin de ne pas rater le coche, parce qu'on voit quand même que plus on débute les traitements tôt, plus ils sont répondeurs, plus ils évoluent moins. Et donc, on a envie d'avoir des marqueurs précoces d'atteinte cardiologique pour pousser les neurologues si, sur le plan neurologique, ils sont limites ou ils n'ont pas encore, et que nous, sur le plan cardiaque, on commence à voir des signes morphologiques ou de dénervation, qu'on puisse pousser vers un traitement plus précoce. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on les fait de manière plus systématique parce qu'on n'a pas la même population dans notre centre. Et en termes d'implantation de pacemaker, donc on a compris que c'était HV supérieur à 70 pour vous. Donc, c'était plutôt sur des TTR mutés. Oui. Et on a vu l'amylose L, BAV1, il faut implanter. Mais sur les TTR wild type ou mutés que vous voyez, alors, nous, on voit des patients. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que des fois, on n'a pas l'air d'accord, mais en fait, on est entièrement d'accord. C'est-à-dire que nos patients neurologiques, on fait comme eux. Hein. Mais moi, je vous parle des patients cardiologiques parce que j'imagine que c'est ceux que vous verrez comme en tant que cardiologue, qui sont adressés par le cardiologue ou qui viennent pour. Voilà. Donc nous, on regarde le CG parce que là, actuellement, dans le service, on a à peu près 15-20 amyloses hospitalisés par semaine, sans compter ceux qui viennent en consulte, ceux qu'on suit. Enfin, il y a 40 à 50 patients qui passent. Voilà. Donc au début, on faisait des explorations parce qu'on a bien sûr été chercher l'expérience ailleurs. Et puis à la fin, nos rythmologues, ils ont dit non mais arrêtez, on va pas te faire que des explos. Ils en avaient ras-le-bol. Et puis en plus les patients aussi, parce que tu les fais revenir et puis tu sais pas, ça évolue. Donc en fait, dès que tu l'as fait, comme la maladie évolue très vite au niveau cardiaque, comme elle vous a montré sur ces Magnifica le dernier, en fait, quand tu le refais 6 mois, 1 an, 3 mois, et en fait, dès que tu l'as fait, c'est déjà périmé. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est ce que Sylvia vous a montré pour les indications de PM, et globalement, tous les patients qui ont un BAV1 sont pilés. Voilà. TTR muté, sénile, voilà. Et déjà le BAV1, sans parler des blocs gauches, etc., etc. Et après, c'est une question de cas par cas. Voilà. C'est quel est l'âge du patient, quel est son pronostic, quel est son devenir, etc. Et puis, il y a des patients où on ne le fait pas et on se plante. La dame qu'elle vous a présentée, c'était limite, quoi. Enfin, et après, on essaye de revoir le patient. Quand c'est limite, on revoit le patient. Enfin, on voit tous nos patients assez fréquemment, mais on regarde et puis on voit s'il y a la dynamique de l'allongement du PR ou du QRS. On a une base de données où tout est rentré, donc on peut voir les évolutions de tous les marqueurs et notamment de ça. Puis on voit que ça s'allonge et puis des fois ça va très très vite. C'est vraiment impressionnant. Il y a des patients qui vont pas bouger pendant 1 an, 2 ans. Et puis d'autres qui vont tout de suite, en 3 mois, c'est plus le même ECG, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu ce que tu décris aussi dans tes malades. De temps en temps, il y a une sorte d'accélération de la maladie sur un plan cachectique où ils vont perdre 17 kilos. Et c'est vraiment impressionnant, alors que finalement, la maladie, il l'avait depuis 15 ans, et puis toi, tu les vois à un moment, et puis tout d'un coup, ça s'accélère. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de marqueur, on n'a pas de score. Non, et puis le phénotype n'est pas les mêmes. Par exemple, le premier malade que j'ai présenté, il avait un PR normal, des QRS fins. Il avait pourtant un HV long,
On a implanté ce pacemaker prophylactique dont il sort de temps en temps sur les mémoires du pacemaker, alors que il n'avait pas tellement de critères d'implantation. Il était asymptomatique, il avait un électro, oui, qui avait des pseudo-ondes de nécrose, oui, qui avait un peu de microvoltage, mais sur les critères de conduction, il n'aurait pas nécessité l'implantation de ce pacemaker. Donc, et il n'était pas très infiltré. Donc c'est vraiment compliqué sur différents phénotypes, les types de mutations, les types de présentation. Je pense qu'on a du mal à avoir une attitude homogène parce que on ne sait pas tout. On ne sait pas encore comment ça évolue. Et puis que les patients sont hyper hétérogènes en fait, c'est-à-dire que chaque patient, il faut le prendre. Voilà, on n'aura jamais un algorithme précis. C'est impossible de prédire tout, je pense. On va peut-être s'arrêter.